Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, nous ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Amel. Donc Amel, est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Amel, j'ai 20 ans. Aujourd'hui si je dois me présenter, je dirais que je suis une jeune femme que le Seigneur Jésus a ramenée à la vie. Amen. Alors si Amel elle est là aujourd'hui, c'est pour nous partager son témoignage. Donc est-ce que tu peux nous partager ton témoignage et aussi donner le contexte, etc. Yes, alors il faut savoir que pour commencer, moi j'ai grandi dans une famille assez, on va dire, multireligieuse. Voilà, c'est-à-dire que y avait le catholicisme, il y avait des pratiques qu'on pourrait qualifier de sorcellerie, donc des cultes aux ancêtres, cultes aux morts. Et plus tard aussi, mon père qui s'est converti à l'islam. Donc déjà très tôt, pour moi, tout ce qui était spirituel, c'était assez confus. J'ai grandi aussi avec des parents qui étaient séparés. Alors, mon père est parti, j'avais 4 ans. Lors de cette relation, il se battait énormément. Et ma mère a décidé de mettre fin à cette relation. Ce qui, moi, m'a fait énormément de mal. Parce que c'était mon papa. Et pour moi, en fait, ma maman, dans ma tête d'enfant, bien sûr, ma maman, c'était une sorcière, c'était une méchante. Et mon papa, genre, c'était mon papa, quoi. Ouais. Et donc, quand il est parti, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal. Mon comportement, il a commencé à se dégrader. Faut savoir que déjà, j'étais une enfant assez compliquée. J'avais des comportements qu'on n'arrivait pas à comprendre. J'étais très agitée. J'avais tendance à me cogner la tête contre les murs, à faire des choses vraiment inquiétantes. Ma mère était partie au médecin pour savoir si j'étais pas peut-être, je sais pas, autiste. Elle voyait qu'il y avait un problème en tout cas. Voilà. Elle sait plus quoi faire. Elle comprend pas. Elle essaye tout, vraiment. Elle m'emmène voir des psys, elle m'emmène voir tous les spécialistes. Franchement, j'en ai vu des spécialistes. Et du coup elle pensait vraiment que tu avais un problème. Oui, non, clairement, elle pensait que j'avais un problème. Parce que, en fait, j'avais un problème, clairement. C'est pas dire elle pensait, j'avais un problème, vraiment. Comme j'étais en train de te raconter tout à l'heure, je pouvais prendre des épines, les enfoncer dans ma tête, mais genre vraiment juste parce que je me sentais seule, voilà. Je voulais qu'on fasse attention à moi, voilà. J'amusais la galerie en me faisant du mal et tout, donc ouais, j'avais un problème. Et donc ça s'aggrave plus j'avance en âge. On a commencé à me faire passer des tests, du coup, au collège, pour voir si j'étais pas haut potentiel au départ. Donc on va sur d'autres tests et tout, on finit par se dire ah peut-être que la demoiselle est Asperger, je sais pas si tu connais. Non. Donc Asperger, c'est un spectre autistique. C'est-à-dire c'est pas l'autisme directement, mais tu as des comportements qui sont semblables, voilà. J'y vais pour 2 ans de test. Donc pendant 2 ans, à ce moment-là, je suis donc à l'île de la Réunion, au collège. Et ma mère, elle trouve un emploi en métropole. Donc elle va faire une formation à Saint-Leu. Nous, on habite à Saint-Philippe, donc comme c'est loin. Et elle nous met chez des tantes à nous. En fait, pendant cette période-là, à ce moment-là, c'était fini. Moi, je vois plus mon père. Ma mère, là, j'en suis séparée. Même si c'est juste le temps qu'elle fasse une formation et tout, tu vois. Pour le mieux, mais moi, je le voyais pas comme ça. Je me suis dit, c'est bon. Ça y est, moi, je vais devenir une délinquante. Oh. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à fumer. Au départ, je fumais que des cigarettes. Ensuite, j'ai commencé à fumer du cannabis. Très rapidement. Moi, j'en avais plus rien à faire, en fait, de moi. À partir de là, je m'aimais pas. Ça, c'était très jeune en plus. Ouais, là j'avais 12 ans. Ouais. Ensuite, ma mère a fini sa formation. Il faut savoir que pendant cette période-là où elle est en formation, moi je continue à aller voir mes spécialistes. Et pendant cette période-là, il y avait un groupe de jeunes ils avaient organisé un groupe de jeunes pour nous apprendre à mieux sociabiliser. Parce qu'avec l'Asperger, en fait, tu as aussi des difficultés à créer du lien avec les gens. Donc on me met dans un groupe de jeunes où on est censé apprendre à se connaître, apprendre à sociabiliser et tout. Et je rencontre une personne trans. Donc au début on savait pas du tout. Vraiment on croyait que c'était un garçon. Et je me rappelle que je me disais mais c'est un garçon mais il est bizarre. En fait c'est un garçon bizarre parce que comme je voyais qu'il avait de la poitrine, etc. Qu'elle avait de la poitrine du coup. En fait je me disais mais c'est un garçon mais il est bizarre quoi comme garçon tu vois. Et puis c'est un intervenant qui disait elle. Et on disait, pourquoi tu dis elle? Pour te dire à quel point on le voyait pas. Pourquoi tu dis elle? Parce que c'est une fille, nanana.
À partir de là, moi, j'ai commencé à lui parler sur les réseaux. Je dis, ouais, bah, explique-moi, toi, pourquoi t'es ici, en fait, dans ce groupe. Elle commence à m'expliquer, m'envoie des vidéos sur la transidentité et tout. Moi, je m'identifie, mais directement. Je me dis, waouh, mais attends, mais c'est moi ou quoi? Mais en même temps, j'ai vraiment ce recul-là où je me dis non. Vraiment, j'accepte pas. Je me dis non, c'est pas moi. Ça, c'est rare. Tu vois, c'est un truc, c'est rare. Ça arrive qu'à certaines personnes. Ça peut pas être moi. Donc, je me suis détachée de ça. J'avais pas envie... j'avais plus envie d'en entendre parler. Je me disais non, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Non, j'accepte pas. Et tout. On part en France. Et en fait, c'est quand on part en France pour que ma mère, du coup, elle aille à son travail, ouais. C'est là que je me dis non, c'est pas possible. Je pense que j'ai voulu me réinventer aussi, en fait. En fait, pour moi, être une femme, c'était être faible. Et être un homme, c'était être fort, quoi, tu vois. Et vu que moi, je me considérais pas comme faible, je me suis dit, c'est pas possible, je suis née dans le mauvais corps, tu vois. À partir de là, je recommence à regarder des vidéos sur la transidentité. Et je reste réveillée très tard le soir, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Je regarde des vidéos sur la transidentité. Je fais que ça. Ça te montait à la tête, genre. Mais surtout, en fait, j'avais vraiment fait une sorte de fixette. En fait, j'avais fait un blocage où il y avait un truc que je devais comprendre par rapport à ça. Ouais, vraiment, il y avait un truc que je devais comprendre. Je regardais tout le temps sur Insta aussi des personnes qui étaient en début de transition. Je me disais, mais attends, mais ça se voit pas du tout, que c'était des filles. Hein. Vraiment, j'idéalisais un peu le truc, mais sans tout de suite me dire que moi, je voulais l'être. Ouais, voilà. Mais j'avais vraiment fait une fixette. Je me suis un peu monté le crâne, tu vois. Jusqu'à un soir, je vais dans la salle de bain, ce soir-là. Voilà, je vais dans la salle de bain, je me regarde dans le miroir. Je me regarde. Pendant des heures, Julie, je me regarde pendant des heures et des heures. Et je fonds en larmes, je pleure, je fonds en larmes. Vraiment, c'est à partir de ce jour-là où je peux te dire que mon image, la façon que j'avais de me voir, elle s'est altérée, en fait. Je me suis regardée tellement longtemps, je pense. Je me voyais plus du tout de la même façon. À partir de là, j'ai commencé à voir un garçon. Je cherchais tout ce qui était masculin chez moi, en fait. Je me disais, mon nombril ressemble à un nombril de mec, non? Tu vois, mes pieds, on dirait des pieds de garçon. Mon ventre, ceci, cela. Même mes seins qui commençaient à pousser, je me disais non, c'est parce que j'ai fait de la musculation, genre des pecs et tout. Vraiment, je me mentais à moi-même. J'étais dans une désillusion totale. À partir de là, j'ai eu un rejet complet de ma féminité. Je n'avais pas encore parlé à ma mère. Et puis, j'ai commencé à en parler. Mais pas vraiment. Je faisais des sous-entendus. J'ai dit oui, maman, achète-moi une perruque. Mais je me rase les cheveux, tu vois. Genre, je renonce pas trop, tu vois, parce que bon, j'avais honte aussi en vrai d'en parler, etc. J'avais grave honte en vrai. Mais je voulais me couper les cheveux. Ma mère, elle me dit, pourquoi je vais t'acheter une perruque et tu te coupes les cheveux, nanana. Je dis, mais non, mais j'ai envie de pouvoir des fois avoir les cheveux courts et des fois avoir les cheveux longs. Voilà. Ensuite, je lui avais écrit une lettre. Ensuite, je dis, oui, ouais, je dis, maman, je pense que je me sens pas comme une fille, je me sens comme un garçon et tout. Mais elle avait très mal réagi. Très mal réagi. Et puis de toute façon, j'étais stressée de lui donner. Hein. Voilà. Elle avait très mal réagi. Et elle me dit, explique-moi maintenant. Et je lui dis, en fait, c'est pas vrai. Tellement elle a mal réagi. En fait, j'ai eu peur aussi, en fait. Ouais, j'ai eu peur, je me dis, non, c'est pas vrai. Je me suis trompée, en fait. Tu vois, je pensais, mais je me suis trompée. C'est pas ça, en fait. Donc, on est passé à autre chose. Et puis, elle fouille dans ma chambre. Elle retrouve des dessins que j'avais fait. Ah, des dessins? Ouais. Et je me dessinais moi-même, mais en homme, tu vois. Moi, plus tard, dans 10 ans, 20 ans, je m'imaginais, tu vois, avec des cicatrices comme ça. J'étais à la plage, torse nu, avec des cicatrices, vu que je m'étais fait enlever la poitrine et tout. Et elle me dit, Amel, c'est quoi ça? Là, je fais, quoi? Ouais. Vraiment, là, j'assume, je fais, ça y est, ouais. Je fais, quoi? Et elle me fait, tu m'as pas dit que c'était pas vrai? Je lui dis, je parle plus vraiment, je fais comme ça et tout. Elle me dit, moi je comprends plus. Un coup tu me dis c'est vrai, un coup tu me dis c'est pas vrai, nanana. Et puis elle passe à autre chose, vraiment, on n'en parle plus pendant une semaine à peu près, on n'en parle plus du tout. Et donc, déjà j'essaye de la convaincre pour mes cheveux. Je dis, ouais, je veux me couper les cheveux, nanana. Donc elle me laisse me couper les cheveux, elle me coupe à la garçonne au début, qui faisait quand même assez féminin et tout. Et puis elle m'emmène voir un barbeur.
À partir de là, moi je me suis sentie mais on fire, genre dans mon identité. Je me suis dit, attends, mais en plus je suis trop beau gosse et tout, vraiment je suis tismée là et tout, non. Je rentre au collège du coup, on me scolarise. Une fois même, on a voulu m'agresser dans les toilettes, à l'école. On me disait, ouais, rentre dans les toilettes. Faut savoir que j'allais jamais aux toilettes, hein. Je préférais limite me choper des infections urinaires que de choisir dans quelle toilette je devais partir, tu vois. C'était un scandale. Et donc, ils me disent, ouais, rentre dans les toilettes et tout. Je dis, bah, pourquoi? Mais genre, ils sont 3 et vraiment des petites racailles, hein. Ils sont là en mode, non, vas-y, rentre, tu verras, non. Je fais, attends, il va se passer quoi là? Je suis pas rentrée. Je dis, non, laissez-moi tranquille, non. Et plusieurs fois, j'ai failli me battre et tout à cause de ça. Ça se passait assez mal par la suite. À cause de ça, moi, j'ai développé vraiment une phobie scolaire. Vraiment, premier degré. J'allais plus en cours. Par contre, j'étais obligée d'aller à l'école, hein. Bah, ma mère, forcément, sinon elle allait me conicher, quoi. J'allais à l'école, mais je ne partais pas en cours. Déjà, il faut savoir que j'avais peur qu'on fasse l'appel et qu'on m'appelle, on me dise Amel. Ah oui. Donc je n'allais pas en cours. Je restais en permanence. Okay. Pendant une année, à l'école, je suis restée en permanence. J'ai assisté à aucun cours. Déjà, au début, à l'école, j'ai commencé à dire que je veux qu'on m'appelle il et tout. Je veux pas qu'on m'appelle elle, je veux pas qu'on m'appelle Amel. Donc t'avais un prénom? À ce moment-là, non. Je dubitais un peu, mais tu vois, c'est super compliqué parce que tu veux pas qu'on t'appelle Amel, mais à ce moment-là, j'avais pas de prénom. Donc, on t'appelle pas en fait. On m'appelle pas en fait, tu vois. Mais c'est super violent, surtout, tu te rends compte un peu, t'as plus d'identité en fait, tu n'existes plus. Bah oui. Tu n'existes plus, genre t'es pas Amel, t'es personne. Ma mère, elle m'a choisi mon prénom quand on est rentré à La Réunion. Quand je suis retournée à La Réunion, Julie. Et j'avais trop des copains, trop de la fame. En plus, je venais de France. Tu sais, là, j'étais dans ma période de collège. Donc, pour les gens, là, j'étais trop cool, quoi. Tout le monde respectait mon identité en mode garçon et tout. J'avais des filles à mes pieds. Oh là 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 là. À ce moment-là, moi, je vis une acceptation qui est... Waouh. Mon identité, elle est en plein essor, en fait. Je me dis vraiment... Ah ouais, c'était ça mon problème. En fait, toute ma vie, je me suis sentie mal parce que j'étais dans le corps d'une fille, en fait. Mais en vrai de vrai, si j'étais un garçon, tout aurait été bien. J'aurais eu des amis, j'aurais eu une copine. Ma mère, elle m'aurait aimée parce que pour moi, j'étais pas aimée, etc. Tu vois. Ma mère, elle m'aurait plus aimée, elle m'aurait plus compris. Mon père, il m'aurait aimée, etc. Et donc, dans cet engouement-là, ma mère, elle finit par accepter, en fait, ma transition. Voilà, ça se passe super naturellement. Elle me donne un prénom, donc le prénom de KL. Voilà, c'est ce diablotin. Je te jure, donc le prénom de KL, qui veut dire homme fort. Pour moi, c'était aussi très symbolique, quoi. Je me dis, elle a choisi ce prénom parce que, voilà... Tu te voyais comme ça, un peu? Voilà, comme un homme fort, exactement. Clairement. Donc, quand elle me donne le prénom, moi, comme je te dis, je prends cette dimension-là dans ma vie sociale où vraiment... je suis très à l'aise dans ma personnalité de mec et tout. Et je commence à traîner dehors, à être tout le temps dans cette recherche-là de validation sociale où je vais avoir un style vestimentaire très cagnard. Tu vois, à l'époque, il y avait une mode là, c'était la patate. Oui. Ouais. Et je faisais que des photos genre la patate et tout. Ah ouais. Mais les gens, ils remarquaient pas. Enfin, ta voix aussi, elle était assez masculine? Bah en fait, je forçais, genre je parlais un peu comme ça, tu vois. Vraiment, t'es cause comme moi, en plus, t'es cause créole un peu, ouais. Ouais, comme c'est grave pas naturel, on est d'accord? Bah, je pense que là, non. Mais je connais ta voix, mais peut-être sur le moment, c'était naturel. Peut-être, hein, je sais pas. Moi, je m'entendais pas, tu vois. Mais je me sentais grave bonhomme. Ouais, grave, à fond. Alors que ça se trouve, les gens me regardaient comme ça. Ouais, je fais quoi? Pas normal, non? Mais ouais, du coup, j'ai été très complexée très vite, hein, avec ma voix, la pomme d'Adam, le torse. Parce que, bon, malgré tout, hein, ma puberté, elle a continué. En fait, je mettais une brassière qui est compressante, qui s'appelle un binder. Mais néanmoins, ça n'a pas non plus coupé, comme les hormones devraient le faire, tu vois. J'ai quand même mon corps qui change de plus en plus, qui devient de plus en plus féminin, mes traits aussi du visage qui deviennent de plus en plus féminins. Et au contraire, les garçons qui deviennent de plus en plus masculins, qui grandissent. Donc, très vite, je commence à dire à ma mère, là, par contre, il faut que tu me mettes sous hormones. Déjà, il faut que tu m'achètes un faux zaïzaï. Ah ouais? Ouais, bah parce que je voulais aller aux toilettes. Donc j'ai demandé à ma mère de m'acheter un faux truc et tout. C'est là que je suis rentrée vraiment dans mon jeu, dans ma tête.
J'ai rencontré une fille, pas que j'avais pas vraiment rencontré. Désolée, hein. Mais du coup, t'as pris des trucs pour devenir un homme physiquement ou pas du tout? Dieu m'a fait grâce par rapport à ça parce que, comme je te disais, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a donné sa permission. Sur le coup, elle m'a donné la permission. On est allé voir un endocrinologue, donc c'est un médecin pour les hormones. On est allé faire les prises de sang qu'il fallait et tout. Sauf que bizarrement, on n'a jamais eu de nouvelles. On n'a jamais eu de nouvelles. Moi, je rappelais l'hôpital et tout pour qu'on me donne en fait mon rendez-vous et puis que je puisse commencer les hormones. Qu'on puisse me donner cette ordonnance, tu vois. Je rappelais l'hôpital, je te jure que j'avais pas de réponse, Julie. Et pendant des mois, j'avais pas de réponse. Vraiment, le Seigneur, il avait d'autres plans, merci. Amen. Et donc, je suis pas allée jusque-là. Par la suite, moi, je suis rentrée dans une pharmacie. Et tu vois, pour les cachets pour les sportifs, ça booste ta testostérone. En fait, je les ai volés dans la pharmacie et j'ai commencé à les prendre. Donc, il faut savoir que voilà, j'avais commencé un peu à avoir un peu de musculature, je sais pas, tu vois les changements et tout, mais j'ai très mal supporté les cachets au niveau de mon cœur. Ok. J'avais des palpitations et comme un souffle en fait au cœur. Où vraiment, déjà mon cœur il battait super fort. Et vraiment, en fait, j'allais faire des crises cardiaques en fait à des moments carrément. Donc j'ai été obligée d'arrêter, vu que déjà j'avais volé, je pouvais pas aller au médecin pour dire oui j'ai volé ça dans une pharmacie, tu vois. Genre j'ai dû arrêter et attendre que ça passe en fait, ouais. Mais sinon non, j'ai jamais commencé de processus vraiment hormonal, chirurgical, etc. Ouais. Ok. Et du coup, t'allais dire t'as rencontré une fille. Ouais, en fait, je l'ai pas vraiment rencontrée. Faut savoir que je la connaissais depuis le collège. Et vraiment, on s'entendait quand même assez bien. Et c'était une fille ou une fille C'était une fille, ouais. C'est quelqu'un, c'est toujours, parce qu'elle est toujours vivante. Donc, quelqu'un qui est très formé, etc., etc. Donc, moi, je me disais, oh, non mais attends, j'ai gagné au loto, quoi, tu vois. Donc, un soir, j'ai invité chez moi, parce que ma mère, elle était pas là. Ce qui doit se passer, des bêtises. Et donc là, à partir de là, je tombe malade. Malade, Julie. Malade d'amour, malade de... Ah ouais, mais vraiment, là, je vis une expérience dans ma tête. Je me disais, truc de dingue. Dans les rapports sexuels, en fait, je me disais, waouh, en fait, tu peux être qui tu veux. Tu pouvais m'inventer une personne et tout. Et à partir de là, c'était vraiment grosse porte ouverte. Et ça a commencé à être le bordel dans ma vie. À partir du moment où j'ai eu cette relation sexuelle-là, ça a commencé à être vraiment le bordel total. J'ai quitté l'école, j'ai arrêté l'école. Il faut savoir, j'ai arrêté l'école. J'ai dit non. En fait, je préférais passer du temps de qualité comme ça, à boire avec elle, à faire des choses qu'il fallait pas faire, à vivre dans l'impudicité, etc. Plutôt que d'aller à l'école, tu vois. Vraiment, je me suis dit, l'école, c'est nul. En plus, comme je te dis, j'ai développé une phobie scolaire. Donc moi, j'ai arrêté l'école. Et il se passe que je vais aller à une soirée à un moment. Je vais aller à une soirée. Cette soirée-là, ça va être trop bien. En plus, il y a cette fille-là. À ce moment-là, on sort pas ensemble du tout. Hein. Ah ouais? Vous étiez même pas ensemble? On n'était pas du tout ensemble. Pas du tout. Ouais. Et au contraire, même, elle me disait que voilà quoi, on va pas se mettre ensemble parce que ça se voit qu'on peut pas se mettre ensemble, tu vois. Mais on peut faire des bêtises, quoi. On fait des cochonneries, mais on peut pas se mettre ensemble. Tout, je voulais aller à cette soirée. Je me suis dit, tu vois, ce soir, on va danser, les zouks serrés et tout. J'ai à ma maman, ce soir, je sors. Elle me dit non. Je fais quoi? Elle me dit non, tu ne sors pas parce que ceci ou cela, bref, en tout cas, elle était pas contente. Ah, tu sors pas. Là, je dis ok, c'est bon, y a pas de souci, je rentre dans ma chambre. Mais elle savait que en fait, j'allais partir, tu vois. Elle me dit Amel, si tu sors, tu ne reviens plus. Je réponds pas, je saute par ma fenêtre, j'y vais, je prends un bus et je vais à ma soirée. Donc la soirée se passe très mal, je dors chez ma meilleure amie, je me réveille le lendemain, j'ai honte, je viens de partir de chez ma mère, je me réveille dans la honte, il n'y a pas de petit déjeuner quand je me réveille parce que je suis pas chez moi, tu vois. Voilà, je dois demander la permission pour aller prendre une douche, etc., etc. Là déjà, je commence à comprendre que ça va être très inconfortable en fait, cette histoire, quoi. Ça va pas être juste faire la fête tous les jours, tu vois. Ok, du coup là, dans ta tête, tu savais que t'allais plus vivre chez ta mère, mais vivre tout le temps chez ta meilleure amie. Je savais pas que j'allais vivre tout le temps chez ma meilleure amie, mais que j'allais plus être chez ma mère, ouais. J'étais prête à dormir dehors, honnêtement, j'étais prête à rester dehors. Tu voulais plus le jour où t'en es? Je voulais plus être chez ma mère, c'était mort.
C'était mort, je voulais pas être chez ma mère. Et je pense que ça a un rapport avec le fait qu'elle avait rencontré Christ déjà à ce moment-là. Alors, il faut savoir que elle a un contexte familial qui est très compliqué. Je vais pas m'étaler non plus dessus parce que c'est pas mon témoignage en fait, mais c'est important parce que j'ai vécu du coup dans ce contexte-là pendant presque 2 ans. 2 ans. Ouais, pendant 2 ans. En fait, faut savoir qu'elle avait des parents qui se tapaient dessus. Voilà, ils se tapaient dessus. Et qui étaient aussi dans les consommations d'alcool, de médicaments et cannabis. Et à partir de là, il y a un lien entre nous deux qui se crée. Parce que moi j'avais plus de parents en fait, comme si tu vois, j'étais plus chez ma mère. J'avais vécu cette séparation avec mon père. Donc je suis venue chez elle dans ce cadre-là très violent. Et elle l'a toujours connu. Elle a toujours été seule face à cette violence. Donc tu vois, à partir de ce jour-là, il y a un lien qui s'est créé entre nous deux. Je crois même qu'on s'est dit je t'aime ce jour-là. Du coup, il y a vraiment ce lien-là qui s'est créé. On s'est renfermés dans cette relation. Sur nous, on restait enfermés dans la chambre, on sortait pas. Voilà, on vivait dans l'impudicité, mais à un stade, c'était extrême, très extrême. Par rapport à la violence, vu que elle avait vraiment, un peu comme moi, elle idéalisait son père en fait. Pour elle, c'était le plus fort, le meilleur, comme moi. Sauf qu'il était violent, il frappait les femmes et tout. Et inconsciemment, elle recherchait aussi... Ça chez son... Voilà, elle recherchait ça chez son copain, voilà. Oui, si elle est avec quelqu'un, peut-être qui ne la frappe pas, peut-être qui ne lui fait pas vivre de la violence psychologique, physique, etc., elle pourrait pas rester avec la personne et tout, et tout. Et moi, j'avais ce désir-là d'être avec elle et tout, où je me suis dit, voilà, je vais devenir vraiment ce que l'autre attend que je sois, en fait. Et vraiment, toutes les choses qu'on pouvait déclarer sur moi, je le devenais. Et en fait, vu qu'elle prenait son père comme exemple, moi, j'ai pris son père comme exemple. Parce que je me suis dit, c'est ça qu'elle veut, donc moi, je vais faire comme lui, en fait. Donc lui, il frappe sa femme, il abuse sexuellement de sa femme, il humilie sa femme, il... alors plein de choses. Tout ce que la Bible... Tout ce que la Bible te demande de ne pas faire. Donc voilà, je le faisais, je l'humiliais, je la frappais. Même dans notre vie sexuelle, il y a eu des abus de ma part, honnêtement. Il y a eu beaucoup même d'abus de ma part. Malgré le contexte religieux difficile dans lequel j'ai grandi, voilà, il y avait beaucoup de trucs, quoi. Je pouvais me demander c'est quoi la vérité. Mais vraiment, j'ai eu une conviction que Jésus, il est la vérité. Donc, je pouvais même parfois souvent parler de Dieu, même avec cette fille-là. On avait des conversations qui duraient des heures et des heures où je lui parlais de ce que Jésus avait fait pour nous, etc., etc. Mais toujours en vivant dans cette vie-là d'impudicité, de la drogue, etc., etc. J'allais à l'église, je louais Dieu, oh là là, j'étais crase la tête Satan, tu vois, genre vraiment. Alors que là, en sortant de l'église, je rentre chez ma copine et voilà ce qu'on fait, quoi. Bref, de fil en aiguille, moi, je décide de me baptiser. Je me dis, écoute... Du coup, là, tu te rapprochais quand même un peu plus de Dieu. Non, clairement pas. Clairement pas. Au contraire, je m'éloignais. Parce que mes consommations, ça s'empirait. Déjà, je consommais de plus en plus, mais de plus en plus pire, en fait. Bien que, dans tous les cas, une consommation est une consommation. Au début, je pouvais consommer des antidépresseurs. Puis j'ai commencé à consommer de l'Artane, du Rivotril, de l'Ecstasy, etc., etc. J'en passe, quoi. Sinon, je vais faire la liste des drogues qui existent, genre le LSD, etc. Bref, j'ai touché à tout. J'ai touché à tout. Donc, ça s'est empiré, en fait. Mais je voulais me faire baptiser. En fait, je voulais me faire baptiser. Je trouvais ça cool, je trouvais ça stylé. J'avoue, pour moi, c'était à la mode. Pour moi, c'était une mode. Puis, je vais être un enfant bondier, voilà, enfant de Dieu. Pour la fierté aussi. En fait, c'était surtout beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, etc. Et je me suis faite baptiser avec le prénom que je portais. Parce que du coup, t'allais à l'église, toujours en étant... Ouais. Donc, on m'appelait Kael et tout. Au début, l'église n'était pas forcément au courant que j'étais une fille, en fait. Et ils n'étaient pas forcément au courant. Ma mère, au début, elle en avait honte aussi. Parce qu'en fait, elle était dans une autre assemblée où c'était vraiment des chrétiens un peu endormis. Un peu tiède, la parole va dire. Ouais. Mais en fait, dans son ancienne assemblée, en fait,
elle avait déjà parlé du fait que j'étais trans. Et ils avaient pas bien réagi au truc en mode ouais, et en mode comme s'ils jugeaient ma mère en fait, en mode ouais, tu dis que t'es chrétienne, mais ton enfant il est trans, etc., etc. Au lieu de la fortifier dans la foi, lui dire écoute, on va entrer dans un combat spirituel, on va déclarer la parole de Dieu sur sa vie, on va essayer de prier pour sa délivrance, etc., etc. Non, c'était vraiment que du jugement, que des remarques genre ouais, est-ce que tu as pu en parler avec elle pour lui dire que c'est pas bien, tout ça. Mais c'est pas ce dont elle avait besoin. En fait, dans notre église, ma mère, elle avait parlé à certains anciens et tout, mais elle n'avait pas parlé à tout le monde. Elle avait peur, en fait, d'être jugée encore, ouais. C'est ça. Donc, il y avait, on va dire, dans chacune des églises, 3 ou 4 personnes qui étaient au courant de la situation. Et c'était que des femmes. Donc, voilà. Voilà, je me fais baptiser avec ce prénom-là, Kael et tout. On me dit, oui, Adonai Kael. Est-ce que tu as en gros, est-ce que tu as compris quoi? Voilà, c'était quoi que Jésus l'a fait pour toi? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a forcé à l'accepter? Je dis non. D'accord, Adonai Kael, je te baptise aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je ressors de l'eau. J'ai une fierté en moi. Un feu qui brûle, mais pas pour Dieu. Pour toi. Pour moi. Parce que pour moi, c'est une nouvelle naissance en fait. Et t'étais contente parce que je suis née comme une fille à la base. Je suis née comme une fille. Là, tu me donnes une occasion de renaître. Mais en plus, dans l'identité que moi j'ai choisie. En plus, la parole de Dieu est claire. Ce qui est ancien est passé. Maintenant, je suis une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est qui? C'est pas Amel, c'est Kael. Voilà. C'était... Je suis partie loin, ouais. Donc, à partir de là, je me fais baptiser. Et heureusement... Mais à cette époque-là, je me disais malheureusement, vraiment, j'avais des conversations avec Dieu, je dis, j'aurais aimé ne jamais te connaître. Je parlais à Dieu, à lui, qui a tout fait pour moi, je dis, j'aurais aimé jamais te connaître. J'aurais préféré que tu me laisses dans mon état, en fait. Que je te connaisse pas, que je sache pas que je suis une erreur. Parce qu'au début, je le voyais comme ça, quoi. Il me disait, ah ouais, donc moi, je suis gay et tout, je suis trans et tout, donc je suis une erreur. Je suis une abomination. Ah, la parole de Dieu dit quoi? Je suis une abomination, etc., etc., etc. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit il commençait à agir en moi, à me dire ça là, et ça là, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Et quand tu fais ça là, et ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. J'avais tout le temps ce parallèle-là, du coup, entre l'identité que Dieu m'avait donnée, le Saint-Esprit qui me l'a rappelé sans cesse, il n'arrêtait pas. Tout ce qu'il dit de moi, tout ce qu'il a dit de moi-même, qui n'est pas forcément écrit dans la Bible, mais qu'il a ordonné des choses personnellement sur ma vie à moi. Et vraiment le parallèle entre ces deux identités-là. Là. J'avais une colère contre Dieu, une colère. Et en fait, il y a un jour où, du coup, vu que le monsieur, lui, n'est plus là, en fait, quand il est parti, sa mère, elle me voulait plus à la maison au bout d'un moment. Elle voulait que je parte. Elle ne voulait plus que je reste chez elle. Elle s'était déjà débarrassée d'une personne violente. En fait, toi, maintenant, casse-toi. Donc, là, je ne peux plus rester chez elle, mais je ne veux pas rester chez ma mère. Je commence à squatter dans des squats, dans des ghettos, chez des potes, entre parenthèses et tout. C'est à ce moment-là où je commence à prendre du Valium. Donc, le Valium, c'est ce qu'on donne... comment dire ça? Ouais, j'ai pas envie de dire le mot fou. Mais c'est ce qu'on donne aux fous, en fait. En fait, j'ai pas d'autres mots. C'est ce qu'on donne aux fous. Les gens qui perdent le contrôle ou qui font des crises d'épilepsie, même des trucs comme ça. On te donne pour que tu puisses te dissocier de toi-même. En fait, tu ne ressens plus rien. Quand tu prends du Valium, tu ne ressens plus rien. Donc, il faut savoir que j'ai passé 5 jours sans me rappeler de ce que j'ai fait, sans savoir où j'étais pendant ces 5 jours-là. Je sais que j'étais chez mon pote, j'ai des petits souvenirs où des fois je reviens, mais très vite je repars. Donc c'est plus moi qui vis à ce moment-là. Vraiment, moi je sais pas où je suis, mais de ce qu'on me raconte, je vivais. Donc voilà, c'est plus moi qui vis. Je suis dans les ghettos, dans des grosses consommations, j'ai conscience de rien. On m'a tabassé pendant que je dormais. On m'a tabassé pendant que je dormais et tout. J'étais dans des ghettos, dans des squats et tout. Les gens ils habitaient ici. Vraiment, là où on dort, vas-y, 15 mètres plus loin, il y a des gens, ils font caca là-bas. Donc voilà, ça sent le caca, voilà, partout, ça sent le pipi.
où on est dans un contexte, c'est chaud, tu te fais tabasser ici, tu dors ici et tout, voilà. En fait, c'est quand j'ai commencé à vraiment connaître les ghettos, c'était quoi, que je me suis dit, mais attends, mais je peux pas vivre une vie comme ça, en fait, tu vois. Je me suis dit, en fait, genre, j'ai l'impression d'être un chien. J'ai l'impression d'être un chien, et que tous les gens autour de moi, c'est des chiens, genre. Mais genre, je suis un chien, mais à un niveau... à un niveau, genre, enfin, j'étais quand même bien avancé. Mais contrairement à eux et tout, j'étais... Pour moi, hein, bien sûr, c'était faux, j'étais au même niveau. Mais j'étais un chien, mais au-dessus d'eux, tu vois, genre... voilà, genre, ils étaient un peu plus des chiens que moi, tu vois. Mais bref, et je veux pas devenir des chiens à leur stade, en fait. Au début, c'était vraiment l'orgueil et tout qui m'a poussé à retourner chez ma mère. Je me dis non, les gens, ils commencent à me donner des surnoms. Ils m'appelaient Valium, tu vois. Valium, c'est la drogue que je prenais du coup. Parce que j'étais tout le temps défoncé. Et les gens, ils m'appelaient même plus KL ou bien petit mal, grand mal. Non, ils m'appelaient Valium. Oh, Valium. Voilà, parce qu'il devait se passer des choses pendant que... T'es appelé par ton péché au final. Il m'appelait par mon péché, exactement. Exactement. Et pour moi, ça, c'était horrible. Quand, tu sais, la première fois qu'on m'a appelé comme ça, je me suis pris une baffe, mais une baffe. Je me suis dit non. Non. C'est là que j'ai commencé à vouloir retourner chez ma mère et tout. Et donc très vite, mon comportement change. J'ai envie de trouver un travail. Ma vision commence à changer. Je commence à voir les choses autrement. Mais je ne me perçois pas encore autrement, tu vois. À ce moment-là, je me rapprochais un peu de Dieu. Mais pas encore de la vérité, tu vois. Mais vraiment de Dieu, où je me disais non, mais j'ai envie d'arrêter la drogue, j'ai pas envie de continuer à vivre une vie comme ça en fait, tu vois. Je m'attendais à une restauration et c'est vraiment venu au sein de la musique. En fait, un matin, je me suis réveillée et j'avais un poids sur le cœur. En fait, je me suis dit, en fait, ce poids-là que j'ai sur le cœur, que je ressens ce matin, je l'ai, mais genre depuis toujours. Et je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ma mère, elle me dit que c'est parce que mon père, il est parti. Les psys me disent c'est parce que Oh, c'est mon tonton. Il m'a pas reconnu, il m'a vu en tant que garçon, du coup. Oh. Je commence vraiment à me rapprocher du cœur de Dieu et à vraiment avoir cette envie-là de changer, de proclamer des choses différentes. Je commence à chercher, à fouiller. J'écris, je dors. J'écris, je dors. Je me réveille, j'écris, je dors. Je me réveille, j'écris, je dors. Je me réveille, j'écris, je dors. Pendant 3 jours non-stop, je suis pas sortie de cette chambre. La chambre, je pense juste pour aller aux toilettes. Je pense que même manger, j'ai pas mangé. Oh. Vraiment, je cherchais en moi. Je me dis non, il y a un truc, ça doit sortir, j'ai besoin que ça sorte. Et en fait, je fais ce son-là qui fait ce soir, je dormirai près du grill. Et en fait, je parle vraiment du fait qu'on m'a mis dehors et tout, un peu, tu vois. Mais j'avais un langage qui était très abstrait. Je l'aimais bien sous-entendre, en fait, tu vois. Ok. Et au bout d'un moment, je dis, j'aimerais revenir avant mes 13 ans, avant la chute. Bref, n'en dis pas plus, chute la ferme. En même temps, j'avais cette honte-là parce que pour moi, j'étais résiliée. Ça faisait 6 ans que je vivais sous une identité qui n'était du coup pas la mienne. Je me suis révoltée contre ma mère. Je lui ai fait la guerre à ma mère. Une guerre sans merci. Non, je suis un garçon. C'est comme ça. Tu m'acceptes, sinon ça veut dire que tu es transphobe. Une guerre contre mes amis, des gens qui disaient non, mais pour moi, tu seras toujours une fille. J'ai mené une guerre au monde entier. Au final, quand j'ai écrit cette chanson-là, et je me rends compte et je me dis j'aimerais revenir avant mes 13 ans en fait. Oh, En fait, j'aimerais revenir avant cette nuit-là où je me suis regardée trop longtemps dans un miroir. Et tout a changé en fait, tout a changé à partir de ce jour-là. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser, je me suis dit en fait je regrette en fait ma transition. Donc je regrette qu'aujourd'hui je me fasse appeler comme un gars et tout, mais je comprends pas parce que c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc là je rentre dans tout un processus, les remises en question, je comprends plus rien. Et revivre là cette brutalité à me dire en fait je me suis trompée. Ouais. Je me suis trompée et le mal-être que je ressentais à ce moment-là, que ce matin je me suis réveillée avec une envie de l'exprimer. En fait c'était simplement une séparation d'avec qui tu es réellement, avec ton identité. En soi, le truc là avec la transidentité, vraiment on va dire que Satan c'est le père des menteurs. C'est que vraiment il utilise une vérité pour t'enfoncer dans un péché. C'est-à-dire qu'il a utilisé une vérité où il me dit tu dois chercher ton identité. Tu dois chercher ton identité en Christ. Tu dois chercher à naître de nouveau, à renoncer, à mourir à toi-même et à devenir finalement à refléter l'image de Jésus-Christ. Mais en fait Satan il a vraiment utilisé cette vérité-là pour la transformer en moi et me dire simplement
Amel n'est pas suffisamment bien. Amel doit mourir à elle-même et laisser place à quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre là, c'était pas Jésus. C'était Caïn. Caïn, ouais. Voilà. Et donc, je prends conscience de ça. À ce moment-là, j'ai vraiment une tristesse en moi. Et pareil, je comprends pas. Je me dis, mais j'ai déjà écrit la chanson. Voilà, j'ai déjà mis au point. C'est bon, je sais que je suis triste, j'aurais pas dû... Ah, ça y est, quoi. Mais en fait, cette fois-là, c'était une tristesse où j'avais besoin d'action, en fait, parce que j'ai eu la révélation. C'est bon, je sais que je suis pas un garçon, que je ne serai jamais un garçon. Même si j'aurais beau faire ce que je veux, je ne serai jamais. Et c'était pas ça le problème. Mais quand même, j'ai toujours besoin de restauration. En fait, je me déteste toujours autant. Je me déteste avec les cheveux longs, je déteste ma poitrine, je déteste tout ce qui a l'air féminin chez moi, je déteste mon prénom. Donc, en fait, en avoir conscience, c'est pas suffisant, tu vois. Ouais. Et donc, c'est là que je commence à me dire, il faut que je me tourne vers Jésus. Parce que Jésus, c'est Jésus qui m'a fait me rendre compte de ça. Parce que je priais beaucoup, comme je disais, je connaissais déjà Jésus et tout, je priais, je disais, Dieu, si c'est pas de toi, ben fais que je change. Parce que moi, personnellement, je vais pas faire semblant que je me sens comme une fille, quoi. Je vais pas faire semblant comme ça et tout. Alors que moi, c'est pas comme ça que je me sens. Ta parole, elle dit que t'aimes pas les hypocrites et tout et tout. Donc moi, je vais pas faire semblant d'être une fille, quoi. Si vraiment tu dois me changer, change-moi. Mais moi, je vais rien faire, je vais pas faire d'efforts. Je m'en fous. Et moi, j'étais déjà entrée dans ce processus-là que j'avais pas partagé au début. J'ai vécu ça pendant 2 ou 3 mois dans le secret. Hein. Même ma mère, elle était pas au courant et tout. Vraiment, j'avais très honte. En fait, il fallait que tu fasses un marche arrière alors que tu lui avais fait subir des trucs pendant des années. Mais clairement, Ouais. j'avais trop honte. Et puis même dans le foyer, comme je te dis, j'étais violente. Et j'avais des consommations. C'est-à-dire que je pouvais rentrer à la maison. Tout le monde était en train de dormir. Moi, je rentre, il est tard, il est minuit, 1h du matin, 2h du matin. J'arrive, je défonce la porte de la maison. Je défonce la porte de la maison. Ma mère, elle se réveille en panique. J'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs. Moi, j'arrive, je fais mon scandale. Ouais, n'a pas rien pour manger. En plus, je me prends pour un mal alpha, tu vois. Donc voilà, j'ai une masculinité un peu toxique aussi et tout. Ouais, cela, je m'énerve. Je peux m'énerver même contre ma mère, tu vois. Contre mon frère. Et là, d'un coup, j'arrive, je te dis, ouais, non, je me suis trompée. On va garder ça secret. On va laisser Dieu agir et tout, parce que là, en plus, j'étais pas prête, clairement pas. Et Dieu avait pas encore fait ce travail-là en moi, dans tous les cas. Je me voyais encore comme un garçon. En fait, comme je te dis, j'avais une vision altérée de moi-même. C'est-à-dire que quand je me regardais, j'arrivais pas à avoir une fille. Même si peut-être je ressemblais à une fille, je sais pas. Mais moi, j'arrivais pas à avoir une fille quand je me regardais. Et en fait, c'est vraiment un soir, je suis allée me doucher, tout tranquille comme ça. Et d'un coup, je me regarde dans le miroir. Et je vois une fille. Par je sais pas comment, je vois une fille. Et je me dis, en fait, j'ai pas aimé. Sur le coup, j'ai pas du tout aimé. Non, j'ai pas aimé. Je me dis, mais attends, mais t'es une fille ou quoi? Là, je réalise que je suis une fille, tu vois, parce que pendant tout ce temps, pour moi, je suis dans le déni complet. Comme je te dis, je vais aux toilettes comme un garçon, en fait. Donc, à un certain stade, tu mélanges un peu tout, tu vois. Vraiment, je réalise comme ça, je me dis, mais attends, mais je ressemble à une fille, en fait. Et je regarde et tout, je vois mon t-shirt. Et je pense qu'en fait, pendant toutes ces années, je ressemblais à ça, tu vois. Simplement qu'il y a vraiment un stade où j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux et je me regardais et je me dis, mais attends, mais en fait, on voit un peu que j'ai de la poitrine, en fait. Genre, c'est pas si caché que ça. Attends, mais on voit un peu si, mais on voit un peu si. Je me dis, mais attends, mais tu ressembles trop à une fille et tout. Et au début, je commençais à pas stresser, quoi. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce bordel et tout. Tout ce temps, moi, je crois que je suis un bonhomme, mais en fait, je me fais honte et tout et tout. Tu vois, je ressemble à une lesbienne. Bah ouais, meuf, mais bref. Je me fais honte et tout et tout. Au début, j'aimais pas ce que je voyais. J'en ai parlé à ma mère, du coup, par la suite. Mais pas dans le sens où je lui ai dit, ouais, je veux pas aller jusqu'au bout et tout. Parce qu'elle m'a dit, oui, en gros, toi, ton cheminement avec Dieu, là, t'en es où? J'ai dit, voilà, moi, je veux vivre cette vie-là en Christ, là. Mais voilà, c'est pas facile. Et puis d'un coup, je commence à pleurer. Je fonds en larmes et je dis, maman, je veux pas aller jusqu'au bout de ma transition. Parce que je sais que sinon je vais aller en enfer. Parce que je sais que sinon je vais aller en enfer et tout. Et pareil, on pleure, voilà. Et elle me dit, ok, ben voilà. Elle revient plus sur le sujet. En fait, j'avais honte d'être une femme, en fait, c'est surtout ça. J'avais honte de me voir dans le miroir et de voir que j'étais une femme.
Là, tu m'enlèves, j'avais une sourcile comme ça, tu m'enlèves une gobe comme ça, tu me fais un truc fin comme ça, d'un coup, je ressemble à quelque chose que j'ai jamais ressemblé à ça pendant 6 ans et tout. Je me dis, wow, attends, voilà, je mettais des foulards, j'ai commencé à m'habiller fémininement. J'avais des sœurs à l'église qui vraiment étaient, qui m'ont beaucoup accompagnée déjà dans la prière, mais aussi qui me donnaient des vêtements pour que je puisse persévérer dans la vérité et tout. Déjà, il faut savoir que la moitié des vêtements que j'ai rien acheté. Hein. Vraiment, elles ont refait mon armoire et tout. Elles me donnaient des vêtements, etc. etc. Donc j'ai vraiment commencé à vivre ce processus-là où je voyais une fille, mais j'aimais pas forcément voir une fille. Voilà. Mais t'acceptais d'être changée par Dieu. Mais j'ai accepté d'être changée par Dieu. Exactement. En fait, même j'avais grave des pensées limitantes, hein, vraiment des pensées qui venaient me dire oui, mais peut-être que c'est vrai, t'es une fille. Vu que Satan, c'est bon, il pouvait plus me mentir là-dessus. Il me dit oui, c'est vrai, peut-être. Ok, vas-y, t'es une fille, mais t'es une fille moche, t'es vilaine, ceci, cela. Vaut mieux encore que t'es un garçon, parce que quand t'es garçon, voilà, là t'es beau, là machin, là tu peux faire semblant. Mais voilà, t'es plate, t'es ceci, t'es cela, t'es ceci, t'es cela. Mais vraiment, dans mon cœur, il y avait une conviction, je me disais, oh non maintenant, oh non, même si je suis une fille moche, j'en ai rien à fiche. Je m'en fiche, wesh. Oui, Jésus, c'est le roi des rois, c'est le boss des boss. Même s'il m'a créé moche, vas-y, il m'a créé moche peut-être pour une raison. C'est pas grave. Je suis moche, mais je suis pas un garçon. Je peux pas accepter de vivre dans ce mensonge-là encore. Quand Dieu m'a convaincu, après il m'a convaincu. Du coup, c'est comme ça que tu as rencontré Christ. Yes, totalement. Et donc, toi, tu as des questions, peut-être? Oui. Est-ce que tu pensais, genre même tes pensées étaient comme un homme? Ah ouais, non, clairement. Ah ouais. Pour te dire, par exemple, si quelqu'un doutait de ma masculinité, et un homme, hein, et je lui disais, je pouvais lui lancer des pics en mode ouais, mais par exemple là, si je suis pas un gars, ça veut dire que tu pourrais sortir avec moi, des trucs comme ça. Mais si tu sors avec moi, ça veut dire que t'es gay. Pour moi, ça veut dire c'est un homme, il s'est intéressé à moi. C'est comme s'il était gay. Ouais. Pour moi, même la relation que j'avais avec cette fille, c'était une relation hétéro. Voilà, il n'y avait pas de souci. Moi, je suis un gars, elle c'est une meuf, voilà. Ok. Ouais. Quels sont les changements radicaux qu'il y a eu après? Que ce soit physique, ton état d'esprit, tes relations, etc. C'était quoi les changements radicaux qu'il y a eu après Jésus? Yes. Déjà, le changement le plus flagrant, c'était la paix, en fait. C'était la paix et ça pouvait se voir. Parce que comme je te dis, j'étais quelqu'un d'agité. Très agité, violente. Je me frappais, toi, vraiment, l'agitation est visible. Voilà, il n'y a pas de doute. Et puis, du jour au lendemain, j'étais calme. Le plus flagrant, c'était ça. C'était la paix qui pouvait être manifeste. Et on voyait vraiment, il y a quelque chose qui a changé. C'est bizarre. T'es calme, t'es posée, t'es moins violente dans ton vocabulaire, t'es moins agressive et tout. C'était le plus gros changement. Après, physiquement, je somatisais beaucoup. Donc, somatiser, c'est, on va dire, un mal-être qui est à l'intérieur, une condition intérieure qui se reflète de l'extérieur, tu vois. Donc j'avais énormément de plaies sur le visage qui ont très vite, très vite. Je pense au bout d'une semaine, 2 semaines, après avoir pu cette rencontre avec Jésus-Christ, mon visage il était même rayonnant, rayonnant. Et justement, la couleur de mon visage, parce que moi j'étais quelqu'un, j'avais les yeux noirs, le regard terne, je manifestais une certaine noirceur en fait. Et quand j'ai rencontré Christ, là, il y avait une lumière, je rayonnais quoi. C'était les plus gros changements, on va dire. Ok. Quel est le témoignage de ta maman par rapport à tout ça? Alors, je pense que... Est-ce que ta relation... Par rapport à la transformation est-ce que même il y a eu un changement dans votre relation entre vous? Est-ce que comment c'était avant et comment c'est après Jésus? Yes. Alors, comme je sais pas si je l'ai dit, moi j'étais un peu en colère contre ma mère. Oui. Parce qu'elle était là et que j'avais personne d'autre contre qui être en colère, tu vois. Ok. Mais en fait, vraiment, des transitions là, et ça a fortifié notre relation. Hein. Vraiment, je pense que déjà ça lui a fait du bien à elle. Parce que moi je suis partie en fait. Elle était privée de sa fille pendant beaucoup de temps. Ouais. Déjà pendant 6 ans, elle était privée de sa fille. Elle a dû renoncer à sa fille. Les parents d'enfants trans le disent souvent, ils le vivent comme un deuil. Ils le vivent comme un deuil. Ouais, t'as une fille, d'un coup elle dit ouais non, je suis un garçon, je change de prénom, etc. Tu le vis un peu comme un deuil. Et puis d'un coup elle retrouve sa fille.
Et sa fille se confie à elle. Je me confie à elle, je dis maman, mais pourquoi je suis comme ça? Vraiment, notre relation, elle a pris un tournure. Ouais. Vraiment, je peux te dire, ma mère, c'est ma meilleure amie. Oh. C'est ma meilleure amie, vraiment, je remercie. Et ça, t'aurais pas pu le dire avant. Mais jamais, c'est mon ennemi. Mon ennemi. Elle veut mon mal, elle ne veut pas me laisser être qui je suis, tu vois. Mais aujourd'hui, je peux te dire, c'est ma plus grande alliée. Wow. Même dans le domaine spirituel. Hein. Et si j'avais pas ma mère là, des fois, là, pour certains combats, pour certaines prières, pour certaines réunions, vraiment, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. C'est trop beau. Je pense même qu'elle devait prier des fois et dire, mais Dieu, tu fais quoi en fait? T'agis pas. Au contraire, t'empires la situation en fait. Plus ça avance, plus moi je prie pour que tu sauves son âme. Plus toi, tu... empire. Tu vois? Et elle a gardé foi. Elle a gardé foi. Du jour au lendemain, sans que personne ne prévienne, moi je viens, je lui dis. Je ne peux plus faire ma transition. C'est trop beau. Ouais. Aussi, ça m'intéressait de savoir comment tu t'es sentie face à Jésus. Est-ce que tu t'es sentie pécheuse, sale? Est-ce que tu as vu que Jésus te regardait avec des yeux de pécheuse? Comment tu t'es sentie face à Jésus? Yes. En fait, ça peut paraître bizarre. Hein. Ça peut vraiment paraître choquant, bizarre. Surtout quand là, j'ai exposé tout ça. Je pense que même là, il y a des gens qui doivent me regarder peut-être avec mépris, tu vois. Mais Jésus, il m'a jamais regardé comme ça. Et Jésus, quand je te dis, il avait l'amour dans ses yeux. C'est-à-dire que, tu vois, ce que moi, je voyais dans les yeux de Jésus, c'était « tu es ma fille ». Ce que j'entendais de sa parole, c'était « tu es ma fille, je t'aime », etc., etc. Et jamais Jésus m'a dit « ouais, regarde ça, là quand tu… » Regarde comment on l'est. Je faisais le sexe, je te dis « regarde comment on l'est ». Ouais, non, clairement pas. Vraiment, moi, j'avais honte. Et j'étais là avec toutes mes cicatrices et tout. Ça se voyait physiquement en fait. Je me disais, même physiquement, quand je me regardais, je me disais, mais même, comment Jésus il peut m'aimer alors que moi-même j'ai honte de moi en fait. Moi-même, quand je me regarde, j'ai pas envie de m'aimer en fait. Et lui, il était là, rempli de love, rempli de. Je me suis dit, non, il m'aime tellement que même si je suis moche, même si je me sens pas bien comme une femme et tout, je vais me sentir pas bien toute ma vie, je m'en fiche, lui il m'aime trop. Jamais quelqu'un m'a aimé comme ça. Mon papa il m'a pas aimé comme ça. Ces yeux-là, tout ce que en fait j'avais toujours recherché dans la transidentité, dans le regard des autres, dans la drogue. Quand j'ai eu cette rencontre avec Jésus, ça a changé ta vie. Bah ouais. Pour terminer, je voulais te demander comment tu as trouvé ton identité après ça, quel a été le processus en vrai? C'était très compliqué. C'était très compliqué. D'un coup, je deviens une femme. En fait, je suis plus une fille. Oui. Tu vois, en fait, je suis passée de petite fille de 13 ans à femme de 19 ans, 20 ans, tu vois. Voilà. Du coup, non, pas 19 ans, 20 ans, plutôt 18, 19 ans. Vraiment, me construire uniquement dans le regard de Jésus, ça m'a aidé. De me dire que tout ce qui compte, c'est ce que Jésus va dire de moi. C'est-à-dire que peut-être que je dois faire ça pour être féminine selon le monde, tu vois. Mais si dans la parole de Dieu, c'est écrit que moi, je dois faire ça, ben voilà, je ferai ça. Et ça m'a vraiment aidé à trouver mon identité, trouver ma place. J'ai beaucoup prié que le Seigneur me fasse grâce. J'ai Dieu, aide-moi à me sentir femme en fait, parce que je prenne ce choix-là pour toi et tout. Mais en fait, j'ai envie de me sentir bien, de me sentir comme une femme. J'allais à l'église et tout, habillée avec des robes et tout, des jupes et tout. Mais j'avais des pensées qui me disaient ouais, on dirait un travesti. Tu vois, alors que tu t'es travesti pendant 6 ans, c'est là on dirait un travesti, mais tu te fous de moi quoi. On dirait un trans, on dirait un travesti. Ouais, t'es musclé pour une femme. Voilà. Et je me disais, mais Dieu, aide-moi à m'aimer parce que ça va pas le faire en fait. Ça va pas le faire, aide-moi à m'aimer. Et du jour au lendemain, un matin, je me suis réveillée, je me suis regardée dans le noir, je me suis dit, ma gorge, en fait, les cheveux ils avaient poussé, ils étaient trop grands. Enfin, ils étaient trop grands, on était cassés quoi. Je pouvais les attacher et tout, j'ai fait, oh mon Dieu, oh mais quel pain. Et là, à partir de là, tout a changé. Donc, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai fait, Jésus, je te rends grâce de ce que je suis une créature merveilleuse. Enfin, est-ce que tu aurais un mot de fin? Mais moi, j'aimerais dire avant tout que la transidentité, c'est des actions que tu vas poser. Et moi, j'aimerais vraiment poser la question à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être pensait à entrer dans ce processus-là. Toi qui portes déjà en toi toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, est-ce que tu te vois réellement entrer dans un parcours qui durera toute ta vie jusqu'à ta mort? Tu seras dépendant du corps médical.
on va t'enlever des morceaux de ton corps, on va te recoudre par-ci, par-là. En fait, on va faire de toi comment on appelle ça, Frankenstein. Alors, on va faire Frankenstein, tu vois. Ça, c'est traumatisant. Et ta dysphorie, là, tu vas réellement la ressentir quand tu verras que tu n'es pas un homme, que tu n'es pas devenu un homme. Parce que quand tu fais opérer, déjà, ça ne ressemble pas du tout à ce que ça devrait ressembler. Donc, les personnes trans en général, elles rapportent ressentir beaucoup plus de dysphorie après avoir transitionné qu'avant finalement. Parce que maintenant, tu es un homme, mais tu es un homme qui est défait. Ouais, un homme défait en fait. Un homme qui a un pénis qui ne ressemble pas à un pénis. Un homme qui a un torse qui ne ressemble pas à un torse. Un homme qui, tous les mois, doit se prendre des injections de testostérone pour continuer à manifester des changements tels que la pilosité, etc. etc. Donc c'est vraiment, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un aujourd'hui. En conclusion, c'est que la transidentité, ça tue. Et ça, c'est un sujet, c'est pas des lol, c'est pas des rigolades. Il faut le prendre au sérieux. Et si aujourd'hui, toi, tu ressens de la dysphorie et tu penses à transitionner, vraiment, s'il faut, envoie-moi un message, je sais pas, on va discuter, je sais pas. Il faut faire quelque chose, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu te dis que, ouais, peut-être que je me sentirais mieux comme un gars, j'ai l'impression que je suis née dans un mauvais corps ou quoi, que la transition, elle va t'aider. Ce que tu ressens, c'est vrai. Moi-même, je l'ai ressenti, c'est vrai, je me détestais. Je peux te dire, pour moi, voilà, comme je te dis, je pensais comme un homme, j'étais un homme. C'est vrai ce que tu ressens. Ouais, et c'est légitime, je comprends que tu ressens, mais ne transitionne pas. Parce qu'à partir de là, Il n'y a plus de marche arrière. il n'y a plus de marche arrière. On voudra te faire croire que tu pourras retourner en arrière. Mais ce ne sera pas le cas. Donc, voilà. Merci Amel. Non, j'ai trop à cœur qu'on arrive à placer le fait que t'avais le voile il s'est enlevé, même toi à la fin t'as dit que le voile il s'est enlevé. Ça t'a ouvert les yeux, tu t'es vue en tant que femme et que tu m'avais dit tout à l'heure, avant la vidéo, que quand tu te regardais dans le miroir, tu voyais quelqu'un d'autre que toi. Yes. Et c'est à la fin quand t'as rencontré Jésus, ça s'est enlevé et t'as pu voir que t'étais une femme. Yes. Alors en fait, ça c'est quand Jésus m'a visité moi. J'étais dans ma chambre et pareil, je me regardais dans le miroir. Voilà, forcément, c'est un mauvais rapport avec l'image, hein, forcément. Je vois toujours quand même un garçon, tu vois. Je vois un garçon et j'ai l'impression d'avoir deux visages en fait. Je vois ce garçon-là que je me suis inventé, Kael, et j'ai l'impression d'être genre en sous-couche, sous mon visage, il y a un deuxième visage et c'est moi, c'est Amel. Et c'est comme si que je demandais vraiment à sortir en fait. J'avais cette image-là où j'essayais de sortir de moi et en fait prendre la place de Kael, mais j'y arrivais pas. Et donc c'est là que j'ai prié, j'ai pleuré. Mais en fait, vraiment, il faut savoir que les attaques, parce que j'ai vécu beaucoup d'attaques spirituelles et tout, mais on n'aura plus le temps pour ça. Mais vraiment, ça s'est arrêté à partir du moment où j'ai repris mon baptême du coup. Quand là, j'ai repris mon baptême, 2 semaines plus tard, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et encore 2 semaines, j'abuse peut-être, hein, vraiment même pas. J'ai été baptisée du Saint-Esprit et tout. À partir de là, j'ai plus jamais ressenti de dysphorie. Voilà, je me suis plus jamais dit non mais t'es un gars, non mais ceci, non mais cela. À partir du moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, après par rapport à la sexualité, c'est encore une autre histoire, mais j'ai jamais eu de doute sur qui j'étais. Amen. C'est trop beau. Bah merci. Oh, de rien. Merci à vous d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à contacter Amel si vraiment vous avez envie de discuter plus à ce sujet. On vous aime, soyez bénis. Bye.